Ça marche. Alors, du coup, ouais, le mouvement à la con, c'est pas... c'est normal. Alors, vous avez peut-être été un petit peu dérouté par le titre. Homme créateur, homme fou de peur. Mais c'est normal, et c'est normal parce que ça va parler d'un truc pas très normal. donc bon, j'y vais. Alors, je vais partir d'un truc simple, qui est le fait que la création, l'évolution du progrès, de tout ce que peut construire l'homme, etc., soit hyper valorisée. Vous connaissez peut-être, il y en a certains qui connaissent sans doute le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Je vais vous le raconter de toute façon, donc c'est pas grave. Mais je vais partir de là pour essayer de concevoir si on ne peut pas voir les choses à l'envers. Donc j'y vais. Je m'explique. En gros, vous avez un mythe grec, celui de Prométhée et d'Épiméthée, qui est celui selon lequel, vous savez qu'il y a eu une guerre entre ceux qu'on a appelés les Olympiens, donc les dieux de l'Olympe, et la génération d'avant, donc les Titans, Hécatonchire, etc. Il y a eu une grosse guerre. Et après, Zeus a établi ce que les Grecs appellent le cosmos. Et il a désigné 2 personnes pour créer un espèce de cosmos à l'échelle animale. On en avait parlé avec certains d'entre vous, à nos heures perdues. Et en fait, il désigne 2 gars, donc qui sont frères, ils s'appellent Prométhée et Épiméthée. Et en fait, il aurait pu faire gaffe parce que quand Prométhée, ça veut dire celui qui pense avant, pro avec ça, et Épiméthée, ça veut dire celui qui pense après. Donc si tu réfléchis 2 secondes, tu te rends compte qu'il y en a un qui est fiable et l'autre qui l'est pas. Et Zeus dit, vous allez répartir les attributs du monde animal aux animaux pour créer quelque chose qui fonctionne parfaitement. Et en gros, il est plutôt chaud pour que ce soit Prométhée qui le fasse, parce qu'il pense avant. Et Épiméthée dit à son frère, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux le faire. Et Prométhée finit par céder, et donc il file les attributs à donner aux animaux à son frère Épiméthée, donc celui qui pense après. Donc là, vous comprenez que c'est mal engagé comme histoire. Et en gros, donc les animaux sont censés être tout nus et sans défense. Et l'autre a dans un grand sac, si vous voulez, en gros, des griffes, des poils, des crocs, des cerfs, enfin j'y connais pas trop en animal, mais tu vois le genre, des crochets, je sais pas, du venin, enfin voilà, tout ça. Et Épiméthée fait le taf, et il fait bien le taf, contre toute attente. Donc il crée en gros ce qu'on décrirait maintenant comme la chaîne alimentaire. Dans l'idée, si il y a des prédateurs qui courent après des petits lapins, mais les petits lapins peuvent courir vite, comme ça ils échappent aux prédateurs, mais eux-mêmes ils bouffent ceci et cela, et du coup ça crée une chaîne alimentaire parfaite, c'est un espèce de cosmos. Tout va bien, sauf qu'à un moment, il arrive devant le dernier animal, et il n'a plus rien dans son sac. C'est l'angoisse. Et cet animal, qui reste tout con, tout nu, c'est nous. Et donc l'idée, c'est que il va voir son frère, Prométhée, il lui dit voilà, j'ai merdé, je suis désolée, je devais tout distribuer, et en fait j'ai dû en donner trop à quelqu'un, parce qu'il y en a un, il a rien, et maintenant je peux pas revenir en arrière, je peux pas te déposséder, tu vois, je vais pas aller voir le lion et faire hey, oh, tu peux me filer tes griffes, ça marche pas, donc tu te fais bouffer. Et donc il dit à son frère voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et Prométhée, qui est pas idiot, réfléchit. Et il dit, écoute, je vais trouver une solution. Et c'est pour ça qu'on appelle Prométhée, oui, je schématise un petit peu. C'est pour ça qu'on appelle Prométhée l'ami des hommes, parce qu'il dit, je vais les sortir d'affaire. Et en gros, il y a plein de versions, parce que vous savez que les mythes sont pas lisses. Version numéro 1, il va voler le feu aux dieux. Version numéro 2, il s'embarque dans le char d'Héphaïstos, qui est le soleil, et il prend du feu. Version 3, etc., etc. Bref, il chope du feu. Et il le donne aux hommes. Et en même temps, il a une pote qui s'appelle Athéna, et il lui dit, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour les hommes? Athéna dit ok, et elle confie les arts. Et donc, en gros, l'homme est censé, selon ce mythe, être un animal démuni, désemparé, qui a rien, enfin, voilà, tu te regardes, tu fais pas très peur, tu vois. Tu te mets à côté d'un lion, tu vois qui va gagner, quoi. Donc, c'est ça, mais en même temps, avec le feu, le feu, c'est tout un symbole, parce que à partir du moment où il y a la découverte du feu, les animaux n'approchent pas, tu fais un feu, voilà, les animaux ont peur du feu. Ensuite, tu as tout le principe où tu peux cuire les aliments. Donc pareil pour pour la digestion, pour plein de choses, c'est très technique, ça c'est vachement utile. Et en plus, tu peux te chauffer.
Tu peux choper au feu de bois. Tu peux te chauffer et tout seul avec ton feu. Et du coup, bah, tu meurs pas de froid. Ce qui est utile quand t'as pas encore découvert la technique du métier à tisser pour te faire, comme Gandhi, des pagnes. donc l'homme a le feu et c'est super. Et il a les armes, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera après. Donc en gros ce mythe il dit l'homme est par nature démuni, il est arrivé sur terre contrairement aux autres animaux, on lui a rien donné et on s'est débrouillé pour qu'il arrive à s'en sortir dans la nature. Et pour qu'il s'en sorte dans la nature, on lui donne le feu pour se chauffer, bouffer et écarter les animaux, se protéger, et en même temps les arts pour créer. Donc c'est la dimension créatrice. Hello. Et ouais, il y a du monde. Excuse-moi, c'est comme ça. Voilà. Donc je pars de là, et vous comprenez que dans ce mythe-là, tout ce qui est la création de l'homme, c'est en gros ce qui va donner l'idée que l'homme est supérieur sur la nature, parce que comme il y a la création, il arrive à dompter la nature, il a même dompté les animaux sauvages, il arrive à ordonner tout ça, et vous comprenez qu'il y a une contrepartie, on va voir ça après. Donc ça c'est le mythe Prométhée et Épiméthée qui vous présente l'homme comme démuni et créateur. Et on peut se demander quelle réalité a ça. Et évidemment, l'histoire a cultivé un espèce de mythe historique, c'est-à-dire un mythe quasiment identique mais qui serait historique, c'est-à-dire la découverte du feu. Et là, vous avez des principes de datation, etc. Et donc, l'idée, c'est que l'homme a commencé à prolonger sa vie, à pouvoir évoluer dans le temps qui se déploie, etc. Grâce à la découverte du feu. Il y a même des romans là-dessus, la guerre du feu, etc. Des films, la guerre du feu, blabla. Et en gros, c'est daté il y a 400 000 ans. Alors, je vous passe les débats parce qu'il y en a qui disent ouais, mais c'est 1,2 million ans. Enfin, il y a voilà. Bon, en gros, c'était il y a très longtemps, plusieurs centaines de milliers d'années, voire jusqu'au million. Et il y a effectivement ce même impact de l'idée, enfin la même idée de l'impact du feu dans l'histoire de l'homme. Ouais, ça a tout changé. Et donc, à partir de là, il y a une histoire de lien entre la création, la capacité de l'homme à créer et sa survie. En gros, ça laisse penser que si l'homme n'a pas la création, c'est-à-dire les arts et le feu, il va crever vite fait parce qu'il va se faire bouffer par les bêtes sauvages. Il va mourir de faim parce que, en gros, si tu commences à cuire tes aliments, je vous passe les détails, mais tu peux rendre ce qui est indigeste hyper digeste en faisant cuire. Tu peux désintoxiquer ta bouffe je sais pas, si elle est un peu faisandée, tu la fais cuire, ça passe, etc., etc. C'est le principe du restaurant chinois, du fast-food chinois. Donc, tu mets des épices et c'est bon. Donc, il y a cette idée que le feu a tout changé et en gros, l'inscription de l'homme dans le temps est liée à son instinct créateur, sa capacité créatrice, est liée à la découverte du feu. Ça, c'est le point de départ, si vous voulez, c'est très ancré, on parlait d'inconscient collectif tout à l'heure, c'est très ancré dans l'inconscient collectif que l'homme se débrouille alors qu'il est démuni parce qu'il crée et qu'il a le feu. Et en fait, moi, je voudrais vous proposer ce soir de réfléchir autrement et de voir si c'est pas une immense erreur. Une erreur, mais ça va pas. Alors, je vais vous expliquer. Mais ça, franchement, j'allais dire ça va être trop classe, mais ça va déchirer. Alors, non, je vous explique l'idée, mais en le faisant, j'étais un peu en transe et je me suis dit, il faut absolument qu'on filme parce qu'il faut pas que ça se perde et tout. Puis après, je reviens à la réalité et je me dis, bon, ça va quoi, c'est bon. Tu auras 142 vues et voilà, et tu t'auto-likeras. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça va terminer tout ça. Bon. Donc, mais si c'était une immense erreur cette histoire d'Épiméthée et Prométhée et que, t'imagines, les Grecs s'étaient trompés. Et comme ferait mon prof de philo de prépa qui a écrit un livre d'histoire qui s'appelle Comment on s'est trompé pendant 2000 ans. Le mec est humble. On va essayer de voir si en gros, qu'est-ce que ça ferait si on pensait à l'envers. Alors, on y va. Donc, pour comprendre ce que ça pourrait être penser à l'envers, je vais d'abord commencer par un truc, tu vois, on va y aller doucement. C'est l'idée de se demander quel est l'impact de la création sur le potentiel de l'homme. J'explique mieux le truc parce que c'est super abstrait. En gros, l'idée, c'est est-ce que le fait d'extérioriser des compétences nous conduit à perdre ces compétences? En gros, la question, c'est est-ce qu'il y a un monde externe et un monde interne? Et est-ce qu'en déployant notre énergie dans la matière, en l'inscrivant dans la matière, en créant dans le monde qu'on a en partage,
Vous savez que tout ce qui existe autour de nous a été conçu par un esprit humain. Cette table, ces murs, ce lustre, la piscine, tout ça, la voiture, ça te sort tout des esprits d'hommes, donc c'est hyper... je sais pas, angoissant. Voilà. Donc, en gros, je vais me demander si toute cette énergie qu'on met dans l'extériorisation, est-ce qu'elle n'a pas un impact sur des capacités intérieures qu'on n'exploiterait pas, et c'est ce qu'on réfléchira plus tard. En gros, je vais vous donner un premier exemple qui est soft, qui est juste un exemple archétypal pour faire comprendre l'idée. Ce serait l'exemple du GPS. Si vous voulez, maintenant qu'on utilise un GPS, je caricature, mais on n'utilise pas notre sens de l'orientation. Alors vous avez encore des marins de Bretagne qui sont là, le vent de... ah ouh là là, bon voilà, qui arrivent à se repérer comme ça. Mais moi tu me mets au milieu d'un bois, voilà, je survis 2 heures en gros, voilà, au maximum. Et donc voilà, mais t'imagines, il y a des ours et tout, je sais pas s'il y a des ours dans les bois, enfin c'est l'horreur. Et donc en gros, si vous voulez, la question schématisée, ça pourrait être, est-ce que si en créant le GPS, on n'utilise plus notre capacité d'orientation du tout, et donc finalement, bah, on perd quelque chose qui est inné par la faute de l'acquis. Vous comprenez? Donc je suis pas en train de dire la faute de, en fait j'ai employé la faute de, mais c'est pas ce que je veux dire. En gros, la question c'est d'essayer de conceptualiser l'impact de l'un sur l'autre. D'accord? Alors, on peut se dire autre chose, parce que pendant que j'ai écrit ça, je me suis dit, mais c'est con, parce que, en gros, le GPS, comme il fonctionne par satellite, si t'es perdu dans un bois où ça capte pas, tu l'as dans le cul. Donc, en gros, si t'es perdu dans les bois, de toute façon, il faut le sens de l'orientation. Donc, en fait, le GPS, c'est un truc de ville. Et si tu réfléchis, le truc de ville, t'as besoin d'un GPS, parce que si tu te la joues marin breton, tu vas vite taper dans un mur. Comment t'expliquer? Tu vois, si je suis dans la salle 101 de l'IEP et je dis, oh, je veux aller à Aquabella, je sens que c'est par là. Tu vois? Bon, ben avant, il y a la fenêtre, je tombe, un mur, je me tape, un autre mur, je me retape, hop, une baie vitrée, je me la mange. Enfin, tu vois. Donc, si je vais droit au but, à un moment, ça va plus marcher. Donc, le GPS, il te dit, attention, grosse maline, il y a un mur, donc tu fais gauche. Et puis une fois, hop, re-gauche, tu vois, enfin un truc comme ça. Donc le GPS, c'est structuré spécialement pour les villes parce qu'il n'y a plus rien de naturel dans la sensation qu'un truc est sur ta droite. Tu sais que quand tu prends l'autoroute, tu vas d'abord au nord ou vers une boucle pour aller vers le sud et prendre l'autoroute sud. Mais de toi-même, si tu dis je sens que c'est vers le nord, ben, tu prends l'autoroute à l'envers et au bout de 5 minutes, tu es là, ah bah merde, ouais, c'était bien par là, mais ça marche pas. Donc ton GPS est très utile. Attends. Bon, donc j'en suis venue à ces considérations très très intéressantes. En tout cas, si tu veux, l'idée c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une déperdition à mesure qu'on crée? Et c'est vrai que maintenant, donc en fait, au début je me suis dit c'est con ce que tu dis parce que les GPS sont faits pour les villes. Et après je me suis dit bah non, c'est pas con évidemment. C'est encore moins con parce que à partir du moment où il y a ville, on est avec le GPS dans une déperdition. Personne en face ne manifeste aucun intérêt, aucun signe de partage, tu vois, donc c'est très stressant. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est genre une déperdition, une abstraction d'abstraction. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ça veut dire qu'on a construit quelque chose qui est contre-intuitif. La ville est contre-intuitive, puisqu'on doit tout le temps se détourner, contourner, etc. Donc le GPS, si tu utilises en plus un GPS dans la ville, t'es doublement contre-intuitif. Tu n'utilises pas tes capacités dans un truc qui ne les nécessite pas, donc tu n'utilises jamais ton sens de l'orientation. Vous et moi, enfin... on ne doit pas être super safe en cas d'abandon, on va dire. Voilà. Et en plus, j'ajoute à ça que dans le principe créatif, si j'abandonne 2 minutes mon GPS, vous connaissez la loi de Moore? Non, voilà. La loi de Moore, c'est... alors, comme je suis pas à fond dedans en ce moment, je sais pas très clair, mais en gros, c'est cette idée que la technologie progresse de manière exponentielle. Si vous voulez, la théorie, elle a été formulée par un mec qui s'appelle Moore, donc loi de Moore, parce qu'il s'appelle Moore. Et en gros, c'est l'idée que, je crois qu'il parle des microprocesseurs et du nombre de transistors dans les microprocesseurs qui doublent tous les 2 ans. Donc l'impact du doublement dans le microprocesseur, c'est pas très clair pour moi. En gros, ça veut dire que c'est pas juste, ça progresse de manière continue.
c'est que la technologie, il a dû en plus corriger plusieurs fois la loi de Moore, parce que tantôt ça allait plus doucement, tantôt ça allait beaucoup plus vite. Et du coup, en gros, tout ça s'accélère, la création progresse de manière exponentielle. Bon. Et du coup, tu prends mon exemple du GPS, tu prends l'exemple de toutes les technologies, bah, vous le voyez, sur votre pauvre vie sur Terre, dans les quelques années que vous avez passées sur Terre, il y a quand même déjà pas mal de choses qui ont changé hyper vite. Genre, je sais pas comment était Internet quand vous l'avez utilisé la première fois, mais il n'avait pas la même gueule qu'aujourd'hui. La fibre, c'est les dernières années, c'est pas il y a 10 ans. Donc, du coup, vous voyez que vous êtes déjà beaucoup plus dépendant de ça, puisque c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus répandu. Et donc, par exemple, les capacités de mémorisation, on les utilise de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et est-ce que ça conduit à une déperdition? Alors, oui, bien sûr, puisque j'ai plus du tout le sens de l'orientation. En plus, je vous fais un petit peu, je vous passe un petit peu les détails, mais il y a aussi tout ce qui est l'hérédité des caractères acquis. Je passe ça, on expliquera une autre fois, mais en gros, vous savez qu'en plus tout ça s'hérite. C'est-à-dire que moins vous utilisez une compétence, moins les générations d'après les ont. C'est pour ça que vous faites tous déglinguer vos dents de sagesse. Bon, parce que les dents de sagesse, c'est pour broyer les os avec les dents. Tu comprends ça? Dans ta vie de tous les jours, on commence à pouvoir s'en passer. Donc tes ancêtres très lointains étaient là, ouais, machin, pas de couteau fourchette, voilà. Mais de génération en génération, ta mâchoire a compris que bon, bah voilà, c'est bon, on n'allait pas plus broyer des os, et du coup, nous, on est dans la période où on est dans la merde parce que les dents poussent quand même, et du coup, tu dois aller te les faire arracher chez le dentiste. Réduction du 5e orteil aussi, je vous passe les détails, mais dans très peu de temps, comme on n'est pas voué à s'accrocher aux branches avec les pieds. Enfin, on n'exploite pas beaucoup cette compétence, ça ne vous a pas échappé. Donc, du coup, votre petit orteil, c'est pour ça qu'il est si moche en fait. Hein. Un jour, on m'a fait un compliment, on m'a dit c'est la première personne que je vois avec un petit orteil aussi plein, entier, développé, il a même un ongle. J'étais là, purée, je dois vraiment être moche pour que le critère, tu vois, c'est le compliment. Le mec, il a dit mon dieu, je sais. Donc c'est un peu l'angoisse. Bon, en tout cas, voilà, votre petit orteil, vos dents de sagesse, tout ça, c'est du passé. Et ça disparaît parce que vos ancêtres l'utilisent pas, vos ancêtres d'ancêtres les utilisaient déjà pas. Et vous comprenez qu'il y a un énorme retard de l'un sur l'autre, donc vous pouvez pas voir immédiatement ce que vont causer les technologies qui viennent de débarquer là sur la génération dans 100 000 ans. Vous savez pas s'il y a une génération dans 100 000 ans, c'était pas dit. Point de vue catastrophe, mais on va reprendre parce que peut-être on va se spiritualiser, devenir des purs esprits, enfin un truc de fou. Bon. C'est une autre option. D'accord, t'as l'option COP21, on essaie de sauver les meubles dans un monde pourri et tout, et l'option Mahasamadhi, c'est-à-dire ce monde est pourri, je le quitte. Je deviens esprit, j'interromps le cycle des réincarnations, maintenant il y en aura le cul, quoi, tu vois. Donc, deux options. L'option écolo, l'option spirituelle. Bon, voilà. Donc ça, je vous parle de GPS, de technologie. C'est déjà un peu flippant de se dire, mince, on est en train de perdre vachement de compétences. Enfin, ça peut être flippant. Mais si on parle médecine, c'est encore plus flippant. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Tu connais ça? Parce que, en fait, pendant 100 ans, ils ont dit, on va éradiquer toutes les maladies. Le truc, c'est que les microbes, microbio, ça veut dire micro-vie. Donc c'est de la vie. Donc c'est pas con, la vie cherche à perdurer dans son être. Évidemment. Et du coup, tu sais, comme disait, comment il s'appelle, le philosophe dépressif qui a inspiré Nietzsche, Schopenhauer, il disait, voilà, il parlait du vouloir vivre, et il disait la plante tend vers sa croissance, quoi. Donc il y a une espèce de vouloir vivre comme ça. Et donc les microbes veulent vivre aussi. Donc ils sont en pleine... ils font la COP21 des microbes, mince, on va tous disparaître, etc. Donc ils mutent. Pouf, pouf. Et du coup, les médecins, voyant que les patients développaient des résistances aux microbes, ont dit, merde, faut pas mettre sous antibiotiques dès que le mec tousse. Tu sais, parce que, papa, je t'aime. Papa est médecin, donc on va l'appeler papa pour que ça passe mieux, mais il regarde pas, de toute façon, tu regardes pas. Donc, non, mais c'est vrai, on n'est jamais mieux trahi par les siens. Je ferme la parenthèse. Et donc, ouais. Pourquoi je parlais de papa? Oui, parce que moi j'ai été élevée à ça. Genre, il était médecin, dès qu'il nous voyait avec un peu malade. Allez, on va te mettre sous tu vas nous prendre 2 sous le et puis des antibiotiques. Voilà. Et du coup, après, je vois que j'avais un truc qui grattait. Je fais, papa, tu me files une ordonnance? Oui. Donc ça, c'était les années 90.
Ah, des antibiotiques. Voilà, super. Et à un moment, les gens se sont rendus compte que il y avait un processus genre de plus en plus de résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'on était obligé de changer, enfin d'adapter sans cesse les antibiotiques parce que les microbes mutaient et le corps, le système immunitaire, en fait, de génération en génération, il se disait, j'ai plus de raison d'être, quoi. Enfin, pareil, ça vient de l'extérieur, donc plus de l'intérieur. Donc il y a quand même une zone où c'est un petit peu angoissant, enfin où ça fait réfléchir en tout cas, qui à partir de quel moment la création extériorisée de l'homme devient un outil de dépossession de ses capacités intérieures. Genre le système immunitaire qui se dit, c'est pas la peine de lutter comme un fou alors que y a des antibiotiques qui existent. Et donc, il y a les antibiotiques, c'est pas automatique. Et après, aussi, quand vous serez parent, ou vous serez pas parent, mais que vous aurez des gamins dans votre entourage, qui arrivent toujours autour de 30 ans, vous verrez, les bébés ont souvent une tétine à la bouche, et comme ils s'en foutent, ils font là, et ça tombe dans le caniveau. Moi, j'habite à Marseille. Et donc, plusieurs fois, j'ai vu des jeunes mamans ramasser la tétine, la refoutre dans la bouche du gamin, en disant, il fait son immunité. Faire son immunité. Donc il y a bien des gens qui ont compris que c'était bien aussi de s'injecter de la crasse pour faire son immunité. C'est-à-dire que ton système immunitaire fait « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Voilà. Et donc ça, vous avez dû voir de temps en temps des gamins dans la poussette, l'âge où ils commencent à marcher en se cassant la gueule. Donc ils ont des premières chaussures avec lesquelles ils marchent dans n'importe quoi, les crachats, tout ça, parce qu'ils regardent rien. Et après ils sont dans la poussette et comme c'est du caoutchouc et qu'ils ont les dents qui poussent, ils la mordillent. Donc, toi, on passe ta vie à te dire prends ton spray pour les mains, ne touche pas les portes. C'était la poignée, le pipi. Hop, j'allume le robinet. Voilà. Donc, nous, on fait des trucs comme ça, et pendant ce temps, tout le gamin, il a je marche sur 4 pattes dans les rues de Marseille. Voilà. Et le gamin ne meurt pas. Donc, c'est quand même que. C'est pas idiot cette histoire. Bon. Donc, et les parents aiment bien te rappeler ça en photo après. Donc, voilà. Donc, il y a cette histoire. L'homme a créé plein de choses. Donc, il y a cette idée. Donc, je reprends un petit peu le fil de l'idée. C'est que, à la base, on est censé être super faible. Et donc, ouf, on a la créativité pour s'en sortir. Et donc, on crée les gilets de sauvetage, un toit pour éviter les intempéries, du feu pour nous chauffer, qui devient du chauffage, et puis des médicaments pour pas mourir. Et effectivement, dans la sphère du concret, ce dont on parlait ce matin, la vie s'allonge. Concrètement, vous avez vu qu'il y a eu la pyramide des âges, tout ça. Maintenant, les meufs ici, c'est 83 ans. En moyenne. Ça veut dire que il y en a qui meurent jeunes dans un accident de voiture. Pendant ce temps, t'as un mémé qui est toujours là. Donc, plus d'héritage, c'est de la merde. Bon. Donc, trop de gens sur Terre, c'est compliqué. Donc, voilà, donc l'homme crée plein de trucs, et effectivement, il s'inscrit de plus en plus dans le concret, c'est vrai. La question, c'est est-ce que c'est ça la vocation de l'homme, s'inscrire dans le concret et prolonger sa vie terrestre Bon, et la question que j'ai posée, c'est est-ce que c'est pas une énorme erreur alors, premier point de la démonstration, c'était est-ce que en créant des choses de l'extérieur pour pallier les manques de notre nature présentés dans Épiméthée et Prométhée comme vide, quoi. S'il n'y a pas la création, l'homme il meurt direct. Est-ce que finalement, ça ne nous conduit pas à nous affaiblir encore? Bon, ça c'est la première idée. La deuxième, c'est du coup, est-ce que concrètement, on est plus puissant que ce qu'on croit? C'est-à-dire, en gros, est-ce que, quelle capacité on a si, en fait, on ne sait plus trop quelle capacité on a parce qu'on a trouvé plein de choses pour survivre, vivre et survivre, vivre plus longtemps, s'inscrire dans la matière le plus harmonieusement possible ou pas. Quand tu vois ce qu'on fait à la matière, c'est pas terrible. Tu vois, les autoroutes, ça pue, c'est bon. Donc voilà, mais est-ce que du coup, à l'intérieur de nous, il y a plus que ce qu'on croit? Et évidemment, alors là, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, donc je vais aller un peu vite, donc vous pouvez pas partir avec la porte, ça ne me dérange pas, mais voilà, faut d'habitude, vous êtes prêts, d'autres c'est un peu plus embarrassant. Comment dire? Donc il y a des gens qui s'auto-guérissent, tu vois, tu balances ça comme ça, c'est un peu dérangeant quand même. Par exemple,
L'année dernière, je sais plus, il y en avait peut-être certains d'entre vous, je sais plus, on avait parlé d'un gars qui s'était auto-guéri de la gangrène. Vous connaissez ça? Par la méditation. Oh non, non. Bon, alors, le mec a 79 000 heures de méditation dans les pattes, d'accord? C'est quand même un Tibétain, un moine tibétain, donc c'est pas genre, toi t'as une gangrène, tu vas dire, bon bah moi je refuse la médecine, mais lui, bah, bon, en plus il est censé, bon, enfin, je vous dis pas parce que sinon ça va paraître encore plus perché, bref, le mec a écrit un bouquin qui s'appelle La méditation m'a sauvé, et il raconte comment, donc vous savez que les Tibétains, les Chinois ont pas été tendres avec eux, donc il s'est fait torturer dans les geôles chinoises, geôle chinoise, et Sacha le chat va chez ce cher Serge, et ils lui ont démonté une cheville, quoi. Mais le mec s'est échappé, et du coup il a traversé évidemment les montagnes du Tibet, dans la neige, avec une cheville en vrac, d'accord? Et donc il arrive du bon côté, et en fait il y a des cliniques en Amérique qui sont prévues justement pour les martyrs de guerre, enfin les gens qui se sont fait torturer, etc. Donc le mec débarque à New York pour se faire soigner. Et les médecins lui disent, bah voilà, vous avez une méga gangrène, enfin je vous passe les détails, mais l'os s'était dissous, d'accord? Donc il n'y avait plus que de la flotte là-dedans et du pu. Donc c'était dégueulasse. Et on lui dit, bah voilà, il n'y a qu'un seul truc, on vous coupe sous le genou, on vous taille, quoi. Et le gars dit, ouais, pourquoi pas, mais je vais y réfléchir un peu. Donc lui, normal, il envoie une lettre au Dalai Lama, évidemment. Et l'autre lui répond, tu as en toi la capacité de guérison, guéris-toi toi-même, et le ciel t'aidera, non? Guéris-toi toi-même, et après tu iras dire au monde comment tu t'es guéri. Donc là, t'es dans la merde. Voilà, bah ok. Et donc le gars dit, bah ok, je vais me guérir moi-même. Donc il doit signer une décharge chez les médecins, machin. Bon, évidemment, je vous passe le détail, il va voir 50 médecins qui disent tous, bah, même diagnostic, machin. Et le gars dit, bon, bah voilà. Donc il fait des exercices de visualisation, il voit que tout n'est pas mort dans sa cheville, machin. Et il se concentre là-dessus, machin. Bon, il passe 2 ans là-dessus, à méditer tous les jours dans une pièce obscure. Bon, mais au bout d'un moment, il guérit intégralement. Il se reconstitue un os, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Après, moi je le connais pas personnellement, donc aussi bien je suis la victime d'une énorme farce, mais je me suis quand même relativement documentée. Et le truc, c'est que comme il l'a fait là, il y a 4 ans, il s'est fait suivre, comme il commençait à être en rémission, il a voulu aller vérifier à l'hosto de New York, et donc il y a toutes les radios qui sont disponibles, qui montrent l'évolution, la régression du truc et la maladie qui se soigne, quoi. Bon, donc c'est assez étrange. Donc est-ce qu'on aurait en nous la capacité d'auto-guérison? On serait quand même super puissant. Alors là, vu là où on en est dans la médecine et tout ce qu'on a créé à l'extérieur de nous, moi tu me dis soigne-toi toi-même, pareil, je meurs. Voilà. Donc tu me mets dans la nature, je meurs. Tu me dis soigne-toi, je meurs. Donc moi je suis un peu l'homme de Prométhée et d'Épiméthée, quoi. Je suis pouf. Voilà. Sinon, sans aller jusque-là, vous avez aussi ce dont on parlait tout à l'heure, les aveugles. Vous savez que les gens qui sont privés d'un sens, là je prends un exemple, c'est celui que je connais le mieux, mais les gens qui sont privés d'un sens créent d'autres capacités pour se repérer, enfin pour pallier le manque. Et donc il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Louis Serran, Luy2s, etc. E-R-N. Et le mec est aveugle depuis ses 8 ans. Et du coup, et écrivain, en braille du coup, et il explique comment il voit avec des yeux de l'intérieur. Le mec a rien à prouver, quoi, tu vois, il écrit, il raconte. Et il y a plein d'aveugles qui racontent ça. Après, lui, en plus, c'est un homme de lettres, donc il le raconte bien. Alors qu'il y en a qui le racontent mal, mais lui, il le raconte bien, et c'est assez percutant. Et c'est ce que je disais à certains d'entre vous, c'est que le gars, il est dans une pièce, et par exemple, il y a quelqu'un... il y a une conversation qui se trame, etc. Et il y a quelqu'un qui ressort une vive émotion, genre de la colère par rapport à ce qui s'est dit, mais qui ne manifeste pas. Puis il est aveugle, il n'est pas censé le voir, mais il capte cette colère. Et il raconte ce qu'il voit. Donc il voit des espèces de flammes rouges, etc., autour d'une personne, enfin voilà. Donc il voit pas les traits physiques, il voit pas ceci, cela, mais il voit sans voir. D'accord? Et vous savez aussi que les aveugles savent se repérer dans l'espace. Bon. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc j'allais dire, même sans aller jusqu'à Fakir Rinpoche qui se guérit de la gangrène, il y a quand même en nous des capacités qu'on cherche pas à creuser parce qu'on est quand même des pianos merveilleusement accordés. C'est-à-dire que tout fonctionne. On est des machines complexes où tout est cybernétiquement compatible. Donc les yeux, l'équilibrage des yeux, des oreilles, des doigts, etc. est quand même pas mal fichu. Et évidemment, donc là, c'est pareil, on pourra en reparler, mais il y en a avec qui j'ai beaucoup parlé de ça. Donc, on parlait tout à l'heure de la peur de mourir de faim.
qui est une des peurs ontologiques profondes chez l'homme. Et à côté de ça, t'as des praniques qui vivent peinard, des inédiens, donc ça c'est encore plus classe. Enfin, on s'en fiche, en fait, les gens s'en fichent que ce soit classe ou pas, mais les inédiens, c'est ceux qui bouffent pas et qui boivent pas. Donc en principe, en 4 jours, t'es mort. Voilà. Et bah, d'ailleurs, on a un collègue qui a pas bouffé et bu depuis 4 ans. Bon. Et je veux dire, on a fait des trucs ensemble pour essayer de voir. Bon, donc moi je lui fais confiance. Après, vous n'êtes pas obligé de lui faire confiance, mais il est honnête dans sa démarche. En plus, c'est même pas qu'il cherche, enfin qu'il s'est créé un défi. C'est souvent ce que croient les gens, que le mec il s'est dit bah moi j'arrête de bouffer. Je suis non. En fait, pas du tout. Le mec te raconte qu'en fait il était champion d'arts martiaux et que tu vois déjà ça pose. Non, je fais ça, on s'en fout. Le mec était champion d'arts martiaux et c'était avant Internet, donc dans les années début des années 90. Et il se rendait compte que plus il pratiquait les arts martiaux, moins il avait envie de bouffer. Et donc moins il bouffait, et en fait de lui-même, il passait une semaine sans bouffer et il s'en sentait beaucoup mieux. Et comme il avait la frousse, bah, au bout d'un moment il disait bon, bah, je vais crever quoi. Donc il se remettait à bouffer par peur en fait. Et après, il y a eu la révolution numérique, donc il a eu accès à Internet et tout. Et il s'est rendu compte que dans le monde, il y avait d'autres personnes qui disaient bah, moi, j'arrive plus à bouffer, quoi. Je me sens moins bien quand je bouffe que quand je bouffe pas. Et il s'est rendu compte que ces gens ne mourraient pas, et donc il s'est autorisé à le faire. Donc ça a mis beaucoup de temps, hein. On est en 2018 et ça fait que 4 ans qu'il est, ça fait 4 ans qu'il est complètement inédit. Alors que son processus de réflexion a commencé dans les années 90. Donc il n'a pas dit du genre bah j'arrête de bouffer. Voilà. Et petit à petit ça a été pareil pour l'eau, etc., etc. Et donc le mec, bon c'est pas un défi, mais il boit plus, enfin il boit plus même d'eau, et c'est pas juste, tu vois. Et il bouffe plus. Et il meurt pas. Bon. Donc je dis pas qu'on est tous pareils. Pareil, moi tu me fais... arrêtez de bouffer, arrêtez de boire, je crève. Et vous aussi, hein, donc voilà. Ne le faites pas, ah, tiens, ça existe, je vais le faire. Ben. D'accord, le mec qui y est arrivé, il n'est pas arrivé parce qu'il voulait y arriver, il a senti ça comme nécessaire, et il a mis 30 ans à y parvenir et à s'y sentir bien. Donc, mollo. D'accord, parce que s'il y en a qui je suis pranique et qui meurt, c'est pour ma pomme. Donc, en plus, je m'enregistre, tu vois, donc c'est la merde. Donc, voilà. Et donc, sur les praniques, vous avez plein de trucs. Il y a un gars qui s'appelle Ira Ratan Manek, ouais, un Indien. Et en fait, vous avez plusieurs personnes dans les 20 dernières années qui se sont portées volontaires pour les expériences en hôpitaux. Et il y a eu tous les tests qui ont été faits, mais à chaque fois, bah, c'est ce qu'on va voir dans l'amphi, la différence entre science et scientisme, c'est qu'il y a toujours un scientiste pour dire oui mais non. On bloque tout, il y a forcément un truc, voilà. Alors que les gars sont surveillés H24, blablabla. Bla. Donc après, moi je suis pas dans l'hôpital, pareil, je suis pas à leur chevet, c'est pas moi qui ai mené l'enquête, etc. Mais en gros, bah, tout le monde l'atteste. Et en même temps, bah, les gens se rendent compte que s'ils publient, ils perdent leur réputation. Donc il y a ça, et puis il y a ceux qui veulent pas y croire non plus, donc ils remettent en cause les résultats. Donc, et puis au bout d'un moment, les gars en ont marre, quoi. Ils vont pas se faire hospitaliser toute leur vie non plus, voilà. Il y a un autre truc intéressant, mais je vais essayer de pas trop fonctionner en cascade. Un truc super intéressant, c'est que vous savez que je travaille sur les rescapés de la Shoah, notamment des camps nazis, donc pas seulement de la Shoah, aussi des réfugiés, mais pourquoi il y en a pas qui sont arrivés à survivre finalement? Et en fait, je me suis fait la réflexion suivante, mais à réfléchir que les inédiens, ils parviennent à l'inédit parce que ils disent que, enfin, ils captent un truc qu'ils appellent le prana pour certains, donc c'est une notion un peu comme le pneuma des Grecs. Donc ils captent une espèce d'énergie vitale, et vous comprenez que c'est pas dans un camp de concentration que vous allez la choper, en gros. Donc je me suis dit ça, je me suis dit en fait, et du coup je me pose la question, est-ce que voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le monde qu'on a créé qui est extérieur à nous, comme il est tout extérieur, est-ce qu'on pourrait devenir inédien dans ce contexte-là? Ou est-ce qu'il faudrait pas aller faire des ermitages dans la nature, dans la fusis foisonnante, tu vois, avant de pouvoir s'y mettre? Parce que moi, je le ressens pas forcément. Enfin, des fois, j'ai des illuminations, mais je ne vis pas de pneuma, quoi, uniquement. Pas seulement. Voilà. Donc, ça, c'est une autre étape. C'est donc, du coup, est-ce qu'on a des capacités internes qu'on n'exploite pas du tout? Et si finalement on les développait, est-ce qu'on n'arriverait pas au moins à consommer ce que la Terre produit? C'est-à-dire, vous savez que l'agronomie, c'est la science poussée à l'extrême pour produire pour tous.
Et c'est le gros débat, les OGM, les machins, etc. Mais c'est formidable parce que plus personne ne meurt de faim, moins de personnes meurent de faim, on va dire, parce qu'il y a aussi les intérêts économiques, tout ça. Mais imaginez que vous arriviez à vivre beaucoup plus d'énergie et beaucoup moins de concret, et que du coup, il y ait des besoins humains qui soient complètement en synergie avec ce que propose la planète. Alors que toute la logique humaine, c'est de dire la Terre produit tant d'hectares de blabla, et il y a trop de bouches à nourrir, donc on s'en sortira jamais. Donc il faut créer. Et c'est là où je vous dis, homme créateur, homme fou de peur. Encore une fois, je vous dis pas, allez, moi, mais l'idée c'est ça, c'est est-ce que si on arrêtait d'avoir peur, et qu'on se mettait à développer nos capacités à moins consommer parce qu'on sait que c'est possible, est-ce que nos enfants, nos petits-enfants et les générations dans 20 générations, c'est un postulat, je comprends, hyper hypothétique, mais si on lançait ça, est-ce que dans 15 générations, les gens ne se contenteraient pas je sais pas, de 3 radis par jour, et puis voilà quoi. Bon, c'est la question. Alors après, j'avance encore, et on va, voilà, mais j'ai bientôt fini. Alors, l'autre question que je me posais, c'est, mais finalement, on ne peut créer que ce qu'on conçoit. On ne peut pas créer l'inconcevable. Ouais, ça devient perché. Donc on peut pas, ça l'était déjà. On peut pas créer l'inconcevable, et du coup, je renverse mon renversement, et je me dis, est-ce que du coup, toute création n'est-elle pas le signal d'une capacité interne inconnue? Ou connue, mais pas de moi. Et là, c'est un peu chaud, parce que tu peux te dire, du coup, si l'homme a créé des avions, est-ce que c'est qu'il s'est volé? Tu comprends que ça bloque un peu plus que ce que j'ai dit avant. Autant le sens de l'orientation tu maîtrises, enfin tu peux te dire que tu peux le développer, autant tu vois, t'es là, ça marche pas. Donc c'est dommage. Bon. Et donc du coup, est-ce que toutes nos créations seraient le signal d'un potentiel, puisqu'on ne peut créer que ce qu'on peut concevoir? Donc si on conçoit la capacité à voler, alors on peut toujours dire oui, mais les animaux volent, donc on les voit voler, donc on peut se dire comment ça marche. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'humain là-dedans? Alors à ça, deux réponses. La réponse facile, qui est finalement on vole. Dans nos rêves, on vole. C'est vrai, moi ça m'arrive une nuit sur 3, c'est classe, j'adore. En plus je me fais des remarques comme ça dans le genre, j'arrive même à accélérer, machin, et qu'est-ce que ça fait si je regarde par la fenêtre, enfin des trucs de ouf. Voilà. Et des fois je redeviens pragmatique et je me dis, mais mon Dieu, comment je vais faire sans elle? Je vais tomber, ça va être terrible. Bon. Donc, du coup je m'accroche des ballons comme dans là-haut, enfin c'est bon. Ça, c'est le retour du pragmatique, c'est le lucid dream. Donc voilà, donc ça c'est la méthode facile. Je sais pas si certains connaissent le cas Nicolas Fraisse. Parce qu'en fait... Non? Oui? Non, c'est drôle, je sais pas. Non, on connaît le cas Jérémy Fraisse. Ah, le gars de Notre-Dame-des-Landes? Rémi Fraisse. Le 5A? Le 6A, là? Enfin, oui, moi aussi je connais. Je vois bien le 5A. Si tu nous regardes... Non, mais je vois bien. Ça colle bien. Donc, mais c'est pas ça. Donc, en fait, c'est là où on va le voir plus tard, mais la science dépasse la science. C'est-à-dire qu'en fait, la science a déjà prouvé des capacités que la science n'admet pas. Donc, en fait, c'est la différence qu'on va voir plus tard entre science et scientisme, mais ça, ce sera, je dis, en 8. Donc, en gros, les scientifiques, les vrais scientifiques, ceux qui n'ont pas peur d'aborder tout, ont déjà prouvé les sorties de corps. Donc, ça peut surprendre, mais c'est prouvé. C'est-à-dire qu'en double aveugle, tu mets un mec qui dit faire des sorties de corps dans une pièce, tu l'enfermes, tu mets un ordinateur qui met des images en aléatoire que toi-même tu ne connais pas, et le mec te dit à telle heure j'ai vu telle image, parce que j'ai fait une sortie de corps, donc tout est vérifié, machin, par l'huissier, etc. Et tu retrouves l'image au bon timing, et c'est l'image que l'ordinateur a bombardée à ce timing-là. Donc, ça va? Ça vient? C'est mignon. Et donc, attends, il faut que je me concentre. Voilà. Et donc, ça a été prouvé, d'accord, scientifiquement. Il y a un institut Noesis dont on parlait à Genève. La scientifique est docteur en biologie, etc. Elle s'est lancée avec un psy sur des sujets parce que c'est hyper dur de trouver quelqu'un de suffisamment conscient de ses sorties de corps. Parce que les sorties de corps, en fait, si vous lisez beaucoup dessus, c'est émotionnel. C'est-à-dire, en gros, vous faites une sortie de corps parce que, par exemple, vous emmerdez sec en cours ou je sais pas où, et vous aimez très fort votre grand-mère, ou vous avez peur que votre copain vous trompe, et paf, votre esprit se rend dans l'espace émotionnel qui vous attire. Donc, c'est un jeu d'attraction qui dépasse le temps et l'espace. Je sais que c'est un peu dur à avaler. En tout cas, donc c'est hyper instable. Et donc, si vous voulez, il faut amener un mec qui fait des OBE
à aller dans un espace où il n'a pas envie d'aller, voir une image qu'il n'a pas envie d'aller voir, alors que l'attraction se fait par l'affect. Donc il a fallu travailler pour que le gars génère un désir suffisant de mettre derrière l'image. Donc ils lui ont mis des images porno et tout, enfin je vous raconte pas le bordel. Donc, mais c'est vrai, enfin voilà. Ils l'ont attiré avec des casseroles, voilà. Donc ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de le mettre. Bon, donc il a fallu tout un tas de trucs pour que le mec arrive consciemment à dire t'as envie d'aller là, mais va là. Donc tu essayais d'aller le faire dans la salle où il y avait l'ordinateur et le mec disait ouais mais j'ai envie, je suis le mec en moto, il rentre machin, il voit ça dans son casque, il y a ça, tu sais, t'es là oui mais nous on peut pas vérifier donc tu fermes ta gueule et tu vas à la pièce à côté où il y a l'image, tiens t'as mis une femme à poil, voilà, donc c'est l'idée. Donc l'idée c'est la réponse facile à est-ce qu'on peut voler, est-ce que les avions prouvent qu'on peut voler, enfin vous comprendrez qu'on est dans un exercice mental là. La réponse ça pourrait être facile, oui dans mes rêves je vole, Nicolas Fraisse fait des OBE où en gros il n'y a pas de contrainte de temps et d'espace, etc., etc. Donc oui, mais moi j'ai envie de dire c'est trop facile c'est métaphorique, c'est un vol métaphorique. Ici, concrètement incarné, est-ce que je peux voler? Et là, c'est un peu plus délicat, mais il faudrait aller regarder du côté du vol yogique. Alors, voilà, il y a des... Vous pouvez taper sur YouTube, la vidéo est très rigolote parce qu'elle n'est pas très scientifique justement. Mais en gros, donc à un moment, je me suis renseignée sur la méditation transcendantale. En gros, le but, c'est de se concentrer tellement pour arriver à un niveau de conscience tel que c'est un espace où ne s'exercent pas les lois de la physique. Et en gros, eux, ils passent par la méditation, mais ce serait l'endroit, si vous voulez, énergétique, où les gars arrivent à plier des cuillères par l'esprit. D'accord? Oui, bien sûr, madame. Oui. Voilà, donc en gros, c'est se mettre dans un espèce d'état sous-énergétique, je sais pas comment dire, où les lois de la physique ne s'appliquent pas, et donc où les gens arrivent à regarder une cuillère et la cuillère fait... Bon. C'est dur à admettre, il y a des recherches là-dessus. Et du coup, il y a les spécialistes de la méditation transcendantale, en fait, ils ont une telle décharge d'énergie, machin, que ça lui remet concrètement le feu au cul, c'est-à-dire qu'ils commencent à décoller. Et ça, c'est très bizarre. Et du coup, ils pensent qu'ils pourraient voler. Donc, c'est ce qu'ils appellent le vol yogique. Yogique comme yoga, qui est en fait... yoga, ça veut dire le lien, en fait. Donc, le lien entre la matière et la non-matière. Et du coup, t'as plein de vidéos hyper bizarres où t'as des mecs qui ont vraiment le feu au cul, mais qui n'arrivent pas à voler. Mais par contre, ils arrivent à monter des escaliers en mousse. Et donc, pour prouver ça, ils ont mis un grand escalier en mousse. Et tu vois les gars, donc ça, ce serait leurs jambes. Ils ont les jambes croisées, comme ça. Et puis, de moment, les gens, ils font « Wow !» Les mecs, ils se mettent à faire des bonds d'un mètre, comme ça, et à monter les marches. Et toi, t'es là, mais... En même temps, ils volent pas, donc c'est un petit peu le vol du crapaud, tu vois, t'es là, ouais, mais ça prouve sans prouver, tu vois, on aimerait mieux que le mec, il se pose, il fasse, oh, tu vois, et qu'il se soulève, tu vois, mais non, il y arrive pas, par contre, il fait un bond, si toi t'essaies de le faire, tu te distends, quoi, enfin, ça marche pas, c'est pas... Donc tu vois bien que ça défie les lois de la physique, mais en même temps, bon, voilà, bon. Donc, là, vous comprenez le truc, c'est maintenant, vous pouvez regarder n'importe quelle création, en vous demandant... C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. En se demandant... en se demandant si c'est pas un reflet d'une compétence interne. Alors, sur l'avion, tu vois bien la compétence interne. Sur les médicaments, tu vois bien la compétence interne, genre l'immunité, etc., l'auto-guérison, tout ça. Pour la table, la chaise, etc., voilà, c'est un peu plus compliqué de percevoir le secret sur l'humanité qu'il peut y avoir là-dedans. En même temps, le but, c'est de vous faire comprendre l'idée. Alors, je vais à ma dernière idée avant de conclure. Et en gros, la dernière idée, c'est de poser encore une autre question qui serait, mais alors, est-ce que nos machines seraient le palliatif de notre angoisse ontologique? Je ne sais pas si vous captez ça, je vais l'expliquer de toute façon. En gros, attends, il faut que... Parce que là, c'est chaud à faire, hein, donc c'est pas grave, vous laissez tomber tout et vous fermez vos gueules. Donc, attends, voilà. En gros, si vous voulez, l'idée, ce serait de dire, l'homme qui a dit « ouf, j'ai du feu », ce serait le premier traître de l'histoire de l'humanité, celui qui a douté de ses compétences internes à se chauffer, par exemple. Alors là, bon, on n'en a pas parlé, mais... Bien sûr, vous pratiquez tous la médecine traditionnelle taoïste.
la médecine interne, un taoïste, bon voilà, et qui se fonde sur l'orbite microcosmique évidemment. Bon, donc je fais des formations là-dessus, etc. Pendant 3 mois, c'est pas convaincant. Hein. Vous êtes là, mais je fais quoi, c'est quoi, je comprends rien. Voilà. Mais en gros, vous savez, ça a été vraiment testé en labo. Les grands maîtres, alors c'est des appellatifs consacrés, hein, mais les grands maîtres taoïstes, etc., arrivent à réguler leur température en toutes circonstances. Vous pouvez aussi leur faire sécréter d'autres choses. Enfin, par exemple, vous pouvez voir, je sais pas, ils peuvent sécréter des endorphines comme ça. Enfin, comme ça, en méditant, en plongeant en eux, voilà. Donc, ils ont rendu conscient leur capacité à agir sur leur corps. Donc, par exemple, vous prenez une prise de sang à un mec avant sa pratique énergétique. Après sa pratique énergétique, la formule sanguine a changé parce que le gars a voulu la changer. Donc, en fait, nous, notre formule sanguine, elle change tout le temps. Le seul truc, c'est qu'on contrôle rien. D'accord ? Donc, en fait, ils sont arrivés à conscientiser les mécanismes humains. Donc, voilà. Donc, le mec qui a dit, ouais, le feu, ouf, on est sauvé. Finalement, il a douté en sa compétence, certes beaucoup plus aléatoire et certes très très chiante à inscrire dans la réalité, à se chauffer tout seul. Pareil, le mec qui a peur de mourir de faim, il a trahi sa compétence pranique, si tu vas par là. Et tu peux te dire aussi que le mec qui s'est dit « Ouh, le feu va me protéger des bêtes sauvages », ben, il n'avait pas confiance dans son pouvoir d'autoprotection. Alors ça, vous dites « What the fuck ?» C'est normal. Comment l'homme arriverait-il à s'autoprotéger ? Là encore, vous m'avez mis dans les bois sans GPS. Ben, en plus, je me fais bouffer par un ours sans problème. Moi, je sais rien faire. En revanche, bah, ça c'est la théorie Gandhi, hein, parce que Gandhi, il pratique tout ça, il a été formé au yoga par Yogananda, etc. Lui, il pense, son principe de non-violence, c'est pas la forme atténuée qu'on lui a donnée pour parler de lui, genre ouais, Gandhi, un grand homme, par la non-violence, il est arrivé à conquérir l'indépendance de l'Inde, et tu passes sous silence tout ce qu'il y a de mystique là-dedans et de fou, quoi. Mais le mec avait une théorie bien perchée. Tu lis des textes de Gandhi, t'es là, ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, c'était, je sais même pas, comment ça s'appelle ? Le jaïnisme. Donc, c'est encore une branche de l'hindouisme vachement particulière. Et d'ailleurs, les praniques sont souvent de cette branche-là, de la spiritualité. Et en gros, lui, il pense que l'homme est invulnérable si il est en pleine conscience. Et en gros, la phrase de Gandhi, un jour, il y avait une interview comme ça, et le mec lui a dit, mais en gros, si vous êtes, voilà, je me balade, je suis avec mon fils, et il y a un serpent qui attaque mon fils, qu'est-ce que je fais, quoi ? Je le tue, et donc je transgresse la non-violence, ou je le tue pas ? Et je me suis posé des questions pour l'époux de ma fille il y a 2 ans. Parce que j'aime pas tuer des bêtes. Bon. Et non, mais en même temps, tu peux pas faire non, ça me vive les bêtes, tu vois, donc non. Faut faire quelque chose, donc, mais il faut y réfléchir aussi, c'est pas inintéressant. Bon. Et donc, en gros, Gandhi dit, j'aimerais pas être dans cette situation, parce que Gandhi a de l'humour, humour gandhien. Voilà. Cependant, si vous êtes suffisamment présent au monde, vous allez diffuser une espèce d'aura protectrice. Donc, ce que lui appelle les ondes d'amour, etc. Bon, voilà, mais parce qu'il est dans sa mystique à lui. Mais donc, pareil, allez pas vous dire je suis invulnérable parce que je suis plein d'amour. Vous allez vous faire bouffer et mourir, d'accord ? Mais peut-être pas Gandhi et peut-être pas les grands maîtres spirituels de l'Inde. Bon. Il y a Amma, celle qui fait des câlins à Embrace the World. Par exemple, elle est bête sauvage proof. Voilà, il n'y arrivera rien. Bon, alors, on serait, en gros, on pourrait développer nos capacités d'invulnérabilité, quoi. Et en gros, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Je ne sais pas si on avait parlé de l'expérience de Washington, mais en gros, ça a été un immense rassemblement. Je crois que c'était 8000 yogis, donc des gars qui se connaissent vachement en pratique spirituelle. Et ils sont mis à Washington. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. J'aurais dû relire avant de venir, parce que j'en ai parlé, mais il y a longtemps. Et en gros, c'était genre, ils méditaient pendant 1 mois, tous ensemble, au même endroit. Et en fait, je vous la fais brève, vous pourrez faire des recherches là-dessus. Mais en gros, le taux de violence de Washington avait baissé de 25% pendant cette période-là. Et les flics, c'était sous surveillance, journalistique, flics, etc., scientifiques, etc. Donc ça a été une grosse expérience qui a été faite en 97, je crois. Enfin, il faudrait regarder tout ça. Donc en gros, ça montrerait que par une espèce de connexion, tout ce qu'on raconte dans la spiritualité, vous seriez invulnérable en fait. Si vous arriviez à dire, non, là il m'arrivera rien parce que
je suis tout entourée d'une aura d'amour, bah il vous arrivera rien. Bon, ça change toute votre idée de la destinée, du déterminisme, toute la prévention. Hein, quand dans notre société préventive, avec notre capital santé, tout ce qu'on vous dit, parce que maintenant tout est capital, évidemment, vive Marx. Donc, enfin, pauvre Marx plutôt. Donc, on a un capital santé, un capital soleil. Si vous avez vécu dans un endroit dans le sud de la France pendant votre enfance, sans protection solaire, oh mon Dieu, je vais être victime de dégénérescence oculaire, ma peau va devenir toute moisie. Bon, bah il y en a plein. Et tu connais, enfin tout le monde connaît l'exemple, c'est pas la peine de fumer comme un pompier, mais tout le monde connaît l'exemple du gars qui fume pendant 70 ans et qui meurt pas de ça, et de la meuf qui a jamais fumé de sa vie et qui crève d'un cancer du poumon horrible, quoi. Donc il y a toutes ces marges-là, en tout cas, évidemment, nous on est inscrits dans la matière, donc si tu fumes, tu as plus de chances de développer un cancer. Parce que nous on est très matérialistes, donc on est inscrits là-dedans, donc nous il nous arrivera tout ça, donc déconnez pas. Voilà. Du coup, la chose que je voulais voir, c'est en gros, comme l'homme a ses compétences, mais il sait pas comment les développer, ben, en gros c'est une énorme farce cosmique, hein. C'est-à-dire que l'homme a déboulé sur Terre, et en gros, je sais pas s'il y a une transcendance, une énergie transcendante, j'en sais rien, mais en gros, il a été livré sans mode d'emploi. Et c'est pour ça que ça fait marrer, parce qu'en l'an 2000, quand les gars ont décodé le génome, c'est « Ah, c'est merveilleux, on a décodé le génome !» Tu vois, et t'as envie de dire « Ouais, mais ça fait 3 millions d'années en même temps que tu galères à pas savoir qui tu es, ce que tu fous là. » Enfin, tu vois, c'est la moindre des choses, tu vois, enfin... Donc, en fait, on fait des découvertes minimes, on est là, ah mon Dieu, on commence enfin à comprendre ces choses. Voilà, donc en fait, on en fait un flanc alors qu'on est en galère, en grosse galère. Donc, la question, ce serait, est-ce que du coup, comme on ne sait pas comment ça marche, on a potentiellement, moi j'en sais rien, mais potentiellement on peut avoir toutes ces compétences internes. Mais personne nous a dit si on les avait et comment les développer. C'est ça notre grand mystère. Moi j'aurais refait un Prométhée Épiméthée sous cette forme-là. L'homme inconscient, machin, qui découvre que les choses sont à l'intérieur de lui au lieu d'à l'extérieur, une espèce de mythe comme ça, où il s'égare dans le monde de la matière. Bon, en fait, là, je suis en train de vous raconter l'hindouisme, donc je m'arrête tout de suite. Donc, parce que du coup, c'est pas une invention, mais c'est cette idée-là, quoi. Et du coup, est-ce que, c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de la question de la folie, est-ce que du coup, notre truc de créer des machines, ce serait pas le palliatif ontologique de cette peur? C'est-à-dire, on serait tellement angoissé qu'on dirait, ok, moi je sais pas maîtriser ça, mais on va faire un four à micro-ondes que quand tu vas appuyer sur un putain de bouton, ça va chauffer, avec des équations qui te le prouvent, que si elles marchent pas, ton micro-ondes marche pas. Tu vois, et t'as rien d'irrationnel là-dedans. Et là, t'as une meuf qui arrive, elle fait « Ah, j'ai trop d'énergie !» Et le micro-ondes explose, et tu fais « Bah merde !» Voilà, bon. Donc, mais vous savez qu'il y a des gens qui arrivent dans une pièce, enfin, c'est aussi la question sur, on en parlait, sur les esprits, donc c'est encore plus compliqué. Vous savez que les modifications énergétiques vous pourrissent votre électricité, quand même. Voilà. Enfin, là, je vais pas faire mon gourou, parce que rien n'est prouvé du tout. Mais moi, ça m'arrive, il y a des jours où je fais péter toutes les ampoules. Et mon mari le sait, et ça le fait super chier. Donc, il y a des jours où je suis interdite de télécommande. J'appuie sur le bouton et la télé fait non, pas toi. Tu vois, je suis là, mais merde quoi. Et mon mari fait pif et tout marche. Donc voilà, donc il y a une espèce comme ça d'injustice énergétique. Mais pareil, c'est pas étudié scientifiquement, donc là c'est plus anecdote de comptoir, tu vois. Donc voilà. Ouais, Madame Luthereau, elle a un super pouvoir. Tu vois, voilà. Non. Voilà. Donc, et en fait, donc, imaginez, l'homme créerait, donc en gros les ingénieurs ce seraient les pires angoissés. Les mecs ou les nanas, ils créent des trucs à mode d'emploi. Micro-ondes, aspirateur, four, tu vois, et là, on maîtrise tout ça. Et en même temps, il s'est créé un autoflip, test de Turing. Vous connaissez ça? Et si la machine nous dépassait, qu'au bout d'un moment, toutes ses compétences faisaient un truc qui dépasse le mode d'emploi. Voilà. Et ça, c'est ce que décrit Edgar Morin dans ses théories, la pensée complexe, etc. Et il explique qu'en fait, 1 plus 1 égale pas 2. 1 plus 1 égale 3, 120, 1000, 100 000, 1 million. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est à qui j'ai dit ça la dernière fois, donc c'est pas très glamour, vous n'êtes pas un spermatozoïde collé sur une ovule. D'accord? Alors en fait, c'est ce que vous êtes. C'est un spermatozoïde dans une ovule. Bah, si 1 plus 1 égale 2, tu es un spermatozoïde collé sur une ovule. Oh, bah 1 plus 1 égale la vie. D'accord? Donc c'est hyper bizarre, toutes ces compétences que ça a créées, ovule et sperme. Bon, donc en gros c'est ça, 1 plus 1 et c'est les boucles récursives de Morin, c'est un peu ça. C'est que et après la création devient la création du créateur. Donc en gros il a complexifié la question ancestrale de la poule et de l'œuf. Donc merci Edgar. Voilà.
donc là j'ai terminé, j'en passe aux conclusions. Donc en gros, je vous l'ai dit tout à l'heure, premier point, il y a une idée à laquelle il faudrait réfléchir, c'est le premier homme qui a allumé un feu, a-t-il trahi sa confiance en ses capacités internes? Et donc est-ce que c'est de lui? Évidemment, il n'y a pas que lui tout seul, hein. Si on ne l'avait pas suivi, ça aurait juste fait massacrer. Donc est-ce que c'est de lui que vient la polarité totale de l'inscription dans la matière? Dans le genre, le feu ça a marché, c'était à l'extérieur de nous et ça a repoussé les bêtes et ça nous a réchauffé et ça a cuit nos aliments et ça nous a permis de vivre plus longtemps. On s'est dit, oh putain c'est fiable. Donc on s'est raccroché à ça. Et du coup, en suivant cette pente, tu refais le monde, quoi. Tu recrées toute l'extériorité. Et du coup, il a trahi notre confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à se chauffer, se nourrir, être invulnérable. Donc les 3 capacités du feu, se chauffer, je vous oppose le potentiel de la médecine taoïste interne, se nourrir, il y a des inédiens et des praniques, et lutter contre les agressions extérieures, c'est le principe Gandhi, une espèce d'aura protectrice liée à une espèce de présence très forte au monde. Et du coup, la question qui en découle, c'est est-ce que c'est pas pire? Est-ce qu'en créant toutes ces choses à l'extérieur de lui-même, il s'est pas dénué lui-même du potentiel interne qu'il avait? C'est ce qu'on a vu avec le GPS et le système immunitaire. Et du coup, il s'est mis à prendre la conséquence pour la cause. Il s'est mis à se dire que puisque maintenant, moi, si je me mets au milieu d'un bois, 1, je me fais bouffer par un ours, 2, d'abord je me perds, 2, je me fais bouffer par un ours, parce que s'il me bouffe tout de suite, je peux pas me perdre. Donc, ou sinon, je me fais pas bouffer par un ours et je meurs de faim et de soif en 4 jours, du coup, ça confirme le fait que j'ai aucune capacité, que je suis l'homme tel qu'il est présenté dans la mythologie grecque, à savoir démuni complètement et avec nécessité d'une création extérieure pour devenir maître et possesseur de la nature et dompter tout ça, toute cette merde. Donc il y aurait ça. Et du coup, le mythe grec de l'homme démuni créateur serait l'incarnation de l'histoire d'une dépossession par peur. L'homme a flippé, il s'est dit, dans la matière, je peux prouver que effectivement je peux être moins vulnérable, être ceci, donc j'ai plus besoin de me demander si je peux générer une aura d'invulnérabilité, des trucs comme ça. Bon. Et donc du coup ça remet en cause pour le coup vraiment 2000 ans d'histoire de la pensée, parce que nous ce qu'on célèbre c'est la Grèce, et la pensée antique grecque, qui n'est pas faite que de ça évidemment, mais qui célèbre entre autres ce mythe-là, et le progrès. Progrès scientifique, 18e siècle, l'homme qui domine la nature, qui crée des machines, qui surmonte sa nature faible, mais tout ça, en fait, moi j'essaie de le retourner en me disant, mais est-ce que tout ça, ça a pas fait un espèce d'opium, là, qui nous a fait croire, comme si on était sous respirateur, à aspirer un truc qui nous faisait croire en permanence que nous sommes incompétents. Et plus on génère de progrès, c'est l'idée du Pantopora Saporos, d'être complètement puissant et complètement impuissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se prouve par la technique qu'on est très puissant, et qu'on domine ce qui nous échappe, plus on devient impuissant. Donc ce serait quand même une dialectique vachement inconfortable. Enfin, voilà. Et donc je termine en posant la question fatale, et si l'homme n'avait jamais eu peur? Du coup, s'il nous avait pas trahi en allumant son putain de feu, qu'est-ce qui se serait passé finalement? En fait, l'image qui m'est venue, c'est l'idée archétypale, c'est donc un espèce de mythe de substitution. L'homme à la croisée des chemins. Et en gros, il aurait eu la voie de la peur, de la création, de l'inscription dans la matière, la voie de la confiance, et finalement du déploiement de ses compétences internes. Et la grande inconnue, c'est qu'est-ce que ça aurait fait si on avait déployé ça? Et en gros, c'est la question, là je vous fais lire, je fais écouter Tollé, c'est la question qu'il pose en fait. Lui, ça paraît complètement mystique, il dit un truc dans le genre que plein de gens ont pris conscience que on pouvait avoir accès à la conscience comme ça, etc. Et que donc en fait on va être dans une ère beaucoup plus spirituelle et on va pouvoir commencer, l'humanité va se dégager peu à peu de la matière. Alors première fois que t'écoutes ça, même moi, hein, pourtant je suis bien tassé. La première fois que t'écoutes ça, tu fais le mec vit dans la science-fiction quoi. Tu vois, c'est voilà, il est dans son truc. Mais en même temps, je fais cette conf et je me dis ça ferait quoi? Et en fait, la conclusion que j'en tirerais, c'est qu'en fait, on peut pas savoir. Évidemment qu'on peut pas savoir. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on milite pour qu'on laisse une chance à ses capacités de se déployer. Je veux dire, on n'annule pas les autres. Moi, je suis pas en train de faire un truc contre le progrès. J'interroge l'autre versant. Et qu'est-ce que ça ferait, en fait, si, en plus des écoles qu'on a et des compétences qu'on
qu'on vous apprend à acquérir, qu'est-ce que ça ferait si on créait des espèces d'écoles, c'est ce qu'on appelle développement personnel en fait. Là, j'utilise les termes littéralement, c'est-à-dire on appellerait ça développement des compétences à l'intérieur de soi, et que vraiment on faisait ça. S'il y avait vraiment des écoles qui disaient, bah alors, puisque maintenant on maîtrise à peu près les OBE, donc les Out of Body Experience, donc c'est les sorties de corps, qu'on maîtrise à peu près ça, d'analyser, de voir, alors, où est-ce que tu commences une OBE? C'est ce qu'on disait dans les états modifiés de conscience. Prendre conscience de quand on est dans des états modifiés de conscience. Le B.A.-ba, ce serait par exemple de travailler sur le rêve. Là, il est instrumentalisé par la psychanalyse, ce qui n'est pas un mal. La psychanalyse fait plein de bonnes choses. Mais si on sortait le rêve de son instrumentalisation et qu'on disait, apprends, comme c'est le cas quand tu apprends à faire des rêves lucides, à densifier tes rêves. Ça mange pas de pain. Tu racontes tes rêves tous les matins, et plus tu les racontes, plus ils se densifient. En gros, j'en ai fait l'expérience personnelle. Au début, tes rêves, ils font 1 minute 50. Et au bout de 3 semaines, t'en peux plus. Moi, j'ai arrêté parce que ça me prenait 25 minutes le matin. Blablabla, alors la mouche a pété, ça fait un cosmos. Et, tu vois, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, quoi. Donc, j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté voilà. Mais mes rêves se sont hyper densifiés. Moi, je l'ai fait pendant 3 semaines. Ça ne coûte rien à personne. Si on disait, public test, on prend 100 personnes et on les fait s'accommoder au fait que le rêve se densifie, etc. Qu'est-ce que ça créerait dans le réel? Est-ce qu'il y aurait un rééquilibrage des compétences internes et externes? Est-ce qu'on se spirantiserait? C'est-à-dire on deviendrait esprit sur, je sais pas, au bout de 120 générations, on deviendrait de moins en moins matériel? J'en sais rien du tout. Mais moi, ce qui m'intéresserait vachement, c'est que maintenant, vous avez bien vu, il y a a priori une inscription dans la matière. Et nous, on s'est totalement tourné vers ça. On est en tout cas ici, ce matin on disait à Bali c'est différent, hein. Mais nous, on s'est complètement inscrit dans la matière, on ne mise que sur la matière, donc on a de preuves que par la matière. Moi, tout ce que je voudrais, c'est qu'on laisse respirer l'autre partie. Juste la laisser respirer, c'est-à-dire qu'ils puissent se fonder sans qu'elle soit accusée de transgression à la laïcité ou de sectarisme et déglinguée par la Mivilude, qu'on puisse créer des écoles de je sais pas, observation du potentiel onirique, j'en sais rien. Et vous auriez passé 2 heures par jour à bosser votre rêve, à le densifier, à le raconter, à voir son évolution, à avoir des carnets de rêves, des trucs comme ça. Vous pouvez le faire sur le rêve, vous pouvez le faire sur toutes vos compétences internes. Au lieu de aller chez le médecin vous faire prescrire des médocs ou attendre que votre maladie passe, vous pouvez être en permanence en observation. Avoir un carnet de pépins de santé. Et vous demandez, par exemple, entre, je sais pas, si vous faites, j'en sais rien, vous faites des sinusites, voilà. La première, est-ce que vous avez pris des médocs? La deuxième, est-ce que vous avez pris des médocs? Sur combien de temps? Quels sont les effets, etc., etc. Avoir une conscientisation de vos processus corporels. Et de voir justement si vous arrivez à faire passer ça en conscience, surtout qu'il y a plein de méthodes, pour agir dessus. En gros, j'ai fait des vagues formations en médecine taoïste interne, c'est ça qu'on commence à faire entrer dans vos mécanismes. Et vous changez en fait pas du tout, et en même temps considérablement. Voilà. Donc tout ce que je veux dire par là, c'est que donc on n'a pas de réponse, mais l'exploration est possible. Donc, au moins c'est clair sur le papier. Donc si on enseignait le développement des compétences internes au lieu de tout centrer sur notre inscription dans le monde des formes, alors on se donnerait une chance de voir ce qui pourrait arriver, quoi. Et du coup, voilà, c'est pas contre le progrès, c'est pas contre la création, c'est pas contre le monde des formes, mais le but ici, c'est de redonner l'idée qu'il y a une possible exploration du versant immatériel de l'homme. Voilà, je vous fous la paix. Merci de votre attention. Voilà. Attends, j'arrête ça parce que